Moi, je vais commencer tout simplement par vous raconter une histoire qu'on a un peu peut-être tous vécue de notre côté concernant cette question des financements. C'est tout d'abord une idée qui va germer dans l'esprit d'un individu, d'une collectivité. C'est une idée qui va le conduire tout simplement à souhaiter un investissement, une construction, une rénovation, c'est-à-dire poser une pierre neuve ou rajeunie afin de se projeter vers le futur. Mais cette pierre, elle a un coût et il va falloir s'en acquitter. Et puis, après cette idée, il y a une volonté, c'est-à-dire une volonté de rencontrer le bon prêteur. Sauf que pour rencontrer le bon prêteur, il faut faire une bonne demande. Il faut réussir à définir de la manière la plus juste possible son objet d'investissement pour justement attirer l'œil, susciter l'attention et séduire ce prêteur. Et du côté des prêteurs, qu'est-ce qu'ils proposent, eux? Des prêts classiques, parfois teintés d'un petit peu d'environnement, d'un petit peu de social, ou véritablement des prêts verts et des prêts sociaux, des émissions obligataires, bien évidemment, mais qui ne correspondent pas forcément à toutes les collectivités, à tous les besoins, à tous les projets. Et il y a aussi le volet relatif au financement dit participatif. Derrière ça, on se retrouve avec deux volontés. La volonté de l'emprunteur, la volonté du prêteur. Mais comment font-elles pour s'exprimer et s'extirper de la logique uniquement financière? Par exemple, est-ce que l'emprunteur a toutes les capacités pour conditionner les offres qu'il va recevoir avec des critères extra-financiers? De l'autre côté, est-ce que le prêteur a intérêt tout simplement à répondre à une demande de financement avec des critères extra-financiers? Et au-delà de ça, même si on a ces deux volontés, est-ce qu'elles sont forcées de se rencontrer? En l'occurrence, non. Car finalement, les deux peuvent avoir cette logique extra-financière chevillée au corps, mais les deux peuvent aussi ne pas avoir d'intérêt à la faire valoir. Et une fois que la collectivité a reçu son offre, que fait-elle? Comment va-t-elle choisir? C'est-à-dire tout simplement, comment est-ce qu'elle va pouvoir faire respecter des critères extra-financiers qu'elle a posés? C'est-à-dire, est-ce qu'elle acceptera, par exemple, de payer un taux plus fort juste pour faire respecter ces critères? Ou si on prend un cas assez extrême, est-ce qu'elle accepterait de ne pas financer son projet parce qu'aucun prêteur ne lui a transmis une offre respectant ces critères extra-financiers? Et c'est là la question que nous souhaitons mettre en évidence ici, c'est est-ce que ces critères extra-financiers sont destinés à simplement venir compléter des critères financiers existants, voire peut-être même, est-ce qu'ils ne sont pas plutôt destinés à les supplanter et à devenir prédominants dans cette décision-là? Et c'est là où la stimulation arrive pour le conseiller, le consultant en finance locale, parce que lui, de son côté, lorsqu'il aide à un nouveau financement, il va accompagner la collectivité, il va recevoir ses critères et il va chercher à les valoriser dans un cahier des charges adéquat. Mais il sera aussi là pour accompagner la collectivité à court, moyen, long terme, tout simplement dans la gestion active de la dette dont elle dispose déjà. Alors, ne nous voilons pas la face, pour le moment, nous observons surtout, en tant que critère majeur en matière de dette et de financement, des critères financiers. Pourquoi? Parce que généralement, les questions qui ressurgissent au moment d'un nouveau financement concernent le taux, la maturité, c'est-à-dire combien ça va me coûter et combien de temps vais-je être lié par l'emprunt que j'ai souscrit. Au niveau du taux, classiquement, c'est l'opposition variable fixe. C'est tout simplement la question de l'appétence au risque de la collectivité. Et concernant la maturité, tout simplement, c'est un arbitrage. Ce sont des positions à prendre. Est-ce qu'on souhaite amortir le plus rapidement possible le capital ou au contraire, est-ce qu'on souhaite conserver une respiration budgétaire, mais qui au final aura un coût? Et ce qui est intéressant, c'est que actuellement, on a le sentiment que le véritable siège de ces critères extra-financiers, c'est le projet en lui-même. C'est le projet qu'il contient. Prenons un exemple très simple, un réseau d'eau. Alors, on peut se fixer uniquement sur l'idée que c'est une infrastructure qu'on rénove, dans laquelle on investit. Mais est-ce qu'il n'y a pas une visée sociale? Par exemple, permettre qu'un plus grand nombre d'utilisateurs aient accès à l'eau. Et peut-être même aussi des dimensions environnementales, réduire les fuites, travailler la question de la teneur en plomb, travailler aussi les questions de potabilisation. Alors tout ça nous amène vraiment à nous rendre compte que ces critères extra-financiers qui touchent à l'environnemental, au social, sont déjà présents, mais ils sont malheureusement encore pour le moment
mineur. Pourquoi? Pour deux raisons. Premièrement, la définition. Comment est-ce qu'on définit un critère environnemental? Comment est-ce qu'on définit un critère social? Est-ce que pour l'environnement, on se fixe uniquement sur une notation? Est-ce qu'au contraire, on ne regarderait pas plutôt du côté des pratiques internes et externes, à la fois du prêteur et de l'emprunteur? Et concernant le social, que fait-on au niveau du capital social, de son utilisation? Est-ce qu'on regarde aussi la gouvernance? Est-ce qu'on s'intéresse aux droits humains? Première difficulté, la définition. Deuxième difficulté, c'est tout simplement le positionnement subjectif et objectif du prêteur et de l'emprunteur. Quelle définition il adopte pour le critère environnemental, pour le critère social? Donc on se rend compte ici qu'on a une double difficulté, définition et positionnement subjectif-objectif prêteur-emprunteur, ce qui amène donc que la rencontre dont on parlait au départ, elle est d'autant plus complexifiée. Sauf que là, vous allez m'arrêter tout de suite. Monsieur Léal, Thaïlis, vous êtes en train de nous expliquer qu'on organise actuellement un webinaire sur la finance responsable et que pour le moment, les critères de finance responsable sont minoritaires. Donc finalement, pourquoi discuter de ces éléments-là? Tout simplement parce qu'ils ont un potentiel de développement incroyable. Et on va voir maintenant en quoi cette responsabilisation de la finance, des financements, joue déjà une carte importante en matière purement financière et qu'elle est appelée à jouer un rôle encore plus important dans une dimension extra-financière. Alors, qu'en est-il au niveau financier? Là, encore une fois, c'est le rôle du consultant en finance locale spécialisé en dette de venir là-dessus. C'est-à-dire à la fois sur la question du nouveau financement, parce que lui, il va recevoir les attentes de la collectivité, il va les traduire, il va les valoriser, mais également, il va s'attacher à les faire respecter, c'est-à-dire à ce que les prêteurs qui vont formuler des réponses à cette demande le fassent dans une portion limitée, c'est-à-dire tout simplement éviter de leur laisser trop de marge de manœuvre pour monétiser ces questions extra-financières. Et au-delà de ça, le consultant en finance locale, il est aussi là pour le futur, pour accompagner la gestion de la dette existante. Et donc, dans ce cas-là, que va-t-il faire? Eh bien, pour le moment, les collectivités sont encore fixées sur une logique financière. Mais peut-être que demain, c'est la logique extra-financière qui prendra le pas. C'est-à-dire qu'on nous demandera toujours de conserver, de travailler, de faire évoluer le stock de dette existant au regard des besoins des collectivités, qui demain, après-demain, après-après-demain, seront peut-être majoritairement extra-financières en termes de volonté pure. Alors tout ça, ça nous amène vraiment à nous rendre compte que malgré des balbutiements, les dimensions extra-financières en matière de finances responsables seront appelées demain et dans le futur à devenir prépondérantes. Pourquoi? Parce que déjà, elles peuvent agir dans l'offre bancaire classique. Prenons simplement le taux. À quoi sert un taux? Un taux, il sert à compenser un risque. Il sert aussi à financer celui qui prête, à le rémunérer. Mais est-ce que demain, il ne serait pas intéressant de chercher à monétiser ces critères environnementaux et sociaux pour les intégrer au calibrage du taux, c'est-à-dire leur donner une valeur pour qu'ils pèsent dès la naissance de l'emprunt bancaire? Et derrière se pose la question de l'argent prêté. Quand on prête de l'argent pour un projet, on prête pour que ce soit le projet pour lequel on a prêté qui voit le jour. Donc là, c'est le contrat qui va jouer son rôle. Des stipulations contractuelles qui vont permettre de suivre et de contrôler que l'argent prêté sert effectivement à financer le projet proposé à l'origine. Et au-delà de ça, ce sont les sources de financement. C'est la question des financements participatifs. Est-ce que ce ne serait pas l'un des lieux un peu idoines pour la rencontre de ces subjectivités? Et c'est extrêmement stimulant, c'est un défi pour les collectivités, mais c'est aussi un défi pour le consultant en finance locale, parce qu'il va devoir adapter son discours, adapter son argumentation, adapter les descriptions des projets, parce qu'il va falloir aller à la conquête d'une diversité de petits investisseurs. Et j'ai vu notamment, encore une fois, le cas ce matin avec une commune de 700 habitants qui a réussi à financer des panneaux photovoltaïques pour 20 000 euros. Et il y a eu 84 investisseurs qui ont répondu. C'est-à-dire qu'ils ont répondu pourquoi?
parce que le projet les intéressait. Et pourquoi le projet les intéresse? Parce qu'ils étaient majoritairement sur le territoire de la commune qui a demandé ce financement participatif. Donc on voit ici toute la potentialité de ces critères extra-financiers, de cette finance responsable. Donc pour la conclusion, c'est tout simplement de vous dire que pour le moment, on reste encore sur du financier. Mais aucune porte n'est fermée.